parler des réalités autochtones en milieu urbain et de discuter là, avec vous de sécurisation culturelle. J'espère que vous allez trouver la présentation d'aujourd'hui intéressante pour votre pratique professionnelle, mais aussi pour vous personnellement. Sans plus tarder, je vais commencer par me présenter un petit peu. Donc, je suis Sébastien Robert, donc je suis conseiller en mobilisation des connaissances pour le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Je vous en parle un petit peu de ce regroupement-là pour que vous sachiez un peu ce que l'on fait. En fait, le regroupement est une association provinciale qui a été fondée en 1976, dont le travail consiste à regrouper et représenter les centres d'amitié autochtones au Québec qui y sont affiliés. Donc, c'est une organisation qui a été créée par et pour les Autochtones urbains qui voulait vraiment se doter d'une structure provinciale de concertation, de coordination et de représentation. La mission du regroupement est de militer pour les droits et intérêts des citoyens autochtones dans les villes et évidemment de soutenir activement le développement des centres d'amitié autochtones au Québec. Je vous présente un peu le plan de match de l'atelier d'aujourd'hui. On va d'abord aborder le contexte socio-historique des Autochtones au Québec pour bien comprendre les fondements des constats sociétaux actuels. Je vous présenterai par la suite un portrait des enjeux généraux des Autochtones qui s'établissent ou sont de passage dans les centres urbains. J'en profiterai pour vous parler spécifiquement de la réalité des hommes autochtones, hein. On va voir ensuite le concept de sécurisation culturelle et ses particularités. Et je vais terminer avec les organisations autochtones urbaines, hein, et des exemples d'initiatives que ces organisations-là mettent en place pour vraiment desservir la population d'hommes autochtones. Avant d'aborder le portrait des Autochtones en milieu urbain, il est particulièrement important de comprendre ce qui a mené à plusieurs constats ces dernières années. Donc, plus simplement, pour connaître la situation des Autochtones d'aujourd'hui, il faut prendre conscience de leur passé. Je vous apprends rien en disant que les Autochtones au Québec et partout au Canada ont subi du racisme et de la discrimination depuis le début de la colonisation et en subissent encore aujourd'hui. Cette première section de la présentation vise entre autres à expliquer pourquoi le contexte socio-historique circonscrit actuellement la pertinence de l'élaboration d'un continuum de services pour les Autochtones en milieu urbain. Et en fait, pour mettre la table, j'ai pensé vous poser 4 questions en lien avec l'histoire des populations autochtones au Québec. Aucun stress avec la formule hybride, avec moi qui est à distance. J'ai voulu garder ça simple. Les questions vont être tout simplement affichées devant vous avec des choix de réponse, hein. Puis vous aurez tout simplement qu'à répondre dans votre tête. Donc, l'exercice, en fait, va servir, entre autres, où j'aimerais vous conscientiser au passé et vécu des Autochtones pour vous permettre de mieux connaître et comprendre les fondements des réalités actuelles, mais aussi vous amener à prendre conscience de vos perceptions personnelles et de l'influence que pu avoir certains événements sur la population autochtone pour susciter des questionnements, des réflexions qu'on va certainement avoir la chance là, de discuter lors de la période de discussion ou de questions là, par la suite. Donc, commençons avec une première question, toute simple. La loi sur les Indiens a déjà obligé l'émancipation de tout autochtone qui obtenait un diplôme universitaire. Je vous laisse un petit 6-7 secondes pour vous garder une réponse en tête. La réponse est vraie. En fait, un autochtone qui obtenait un diplôme universitaire ou qui devenait médecin, avocat ou membre du clergé était automatiquement émancipé, qu'ils le veulent ou non. Ce que ça veut dire, c'est que la personne émancipée perdait son statut qui lui était accordé par la loi sur les Indiens et cessait donc d'être un Indien aux yeux de la loi.
L'éducation était considérée comme une preuve de civilité et utilisée comme outil de colonisation pour assimiler les Autochtones. D'ailleurs, la perte de statut s'appliquait aussi à sa femme et sa descendance. Donc, cette émancipation visait vraiment à éloigner ou même éliminer tous les liens que les Autochtones pouvaient entretenir avec leur culture. Prochaine question. Pendant combien d'années les pratiques reliées à la culture et aux traditions ont été interdites par le gouvernement fédéral? Est-ce que c'est 25 ans, 48 ans, 67 ans ou elles n'ont jamais été interdites? De 1884 à 1951, soit pendant 67 ans. L'individu trouvé coupable d'avoir participé ou assisté à des danses ou à des cérémonies traditionnelles était passible d'une peine d'emprisonnement de 2 à 6 mois. Donc, sur près de 3 générations, cette disposition de la loi a empêché la transmission des traditions culturelles de génération en génération. Troisième question. Ma préférée, tous les Autochtones ne paient ni taxes ni impôts. La réponse est faux. Donc, la loi spécifie que seuls les Autochtones inscrits en vertu de la loi ont droit à certaines exemptions d'impôts pour les revenus gagnés sur réserve. Les Autochtones inscrits ont aussi droit à des exemptions de taxes sur les biens achetés sur réserve ou chez des marchands de l'extérieur, mais livrés sur réserve. Ça veut dire qu'en fait, les Autochtones qui travaillent à l'extérieur des communautés paient de l'impôt, comme tous les Québécois, et paient aussi des taxes sur tous les achats réalisés hors réserve. Il faut prendre le temps de souligner que ce qui est généralement perçu comme un privilège, soit l'exemption d'impôts et de taxes, n'en est pas vraiment un. Ces dispositions de la loi sur les Indiens incitent les Autochtones à rester dans les réserves, à limiter, voire restreindre les déplacements et le développement des nations autochtones. Dernière question. Dans la province du Québec, en quelle année le dernier pensionnat a-t-il fermé ses portes d'après vous? Donc, 1932, 37, 78, 91. En fait, le pensionnat de Pointe-Bleue, situé près de Mastoyache, a été en fonction pendant 31 ans et a fermé ses portes en 1991. Au début, le premier a été construit en 1931 dans le nord du Québec. Puis même si plusieurs ont fermé leurs portes dans les années 70, la mission de ces institutions a duré plusieurs dizaines d'années. Il était obligatoire pour les jeunes Autochtones d'y séjourner. Donc, les pensionnats accueillaient des Autochtones d'un peu partout, non pas dans une politique d'inclusion, mais bien dans celle d'une exclusion forcée. On éloignait les enfants de leur communauté, on les numérotait, on francisait leurs prénoms, on les obligeait à se convertir au catholicisme, on les empêchait d'apprendre et de parler leur langue. On voulait faire d'eux des citoyens civilisés. On voulait littéralement tuer l'Indien au cœur de leur feu. Je suis désolé, cette portion-là me rend toujours un peu émotif. Les pensionnats étaient l'outil privilégié pour l'assimilation. Encore aujourd'hui, des aînés nous racontent leur expérience, l'effort qu'ils doivent déployer quotidiennement pour vivre avec ces expériences. Les éléments qu'on vient de voir sont en fait qu'une mince partie des intentions du colonialisme et des techniques d'assimilation que les Autochtones ont subies. Le contexte socio-historique entourant les Autochtones est le produit de plusieurs événements que j'aime bien catégoriser de catalyseurs, c'est-à-dire des éléments qui provoquent une ou plusieurs réactions, et ces réactions sont en fait les impacts
qui en découlent. Les deux premiers catalyseurs sont quand même bien connus. Il serait question du racisme et de la discrimination. Ces catalyseurs sont observables sous différentes formes, mais plus souvent dans les comportements sociaux. Ils ont un impact direct sur la vie des gens qui le subissent et affectent inévitablement la qualité et l'harmonie d'un vivre ensemble. Toute forme de racisme et de discrimination depuis des centaines d'années ont généré des impacts importants encore présents chez les générations d'aujourd'hui. Ce qui nous permet d'affirmer un troisième catalyseur, le traumatisme individuel. Vivre du racisme et de la discrimination à long terme est susceptible de créer chez la personne qui le vit régulièrement un traumatisme. Ce sentiment négatif que la personne associe à une ou plusieurs expériences vécues engendre le développement de réactions souvent involontaires et difficilement contrôlables. Subséquemment, le quatrième et dernier catalyseur serait le traumatisme générationnel. Un traumatisme issu d'expériences collectives. En soi, cette forme de traumatisme est une appréhension suite aux événements vécus par ses pairs. Une forme de conditionnement historique qui se transmet de génération en génération, même si une personne n'a pas vécu les mêmes expériences. Les pensionnats en sont d'excellents exemples. Les blessures sont encore très fraîches et on peut facilement comprendre qu'elles affectent encore le bien-être des Autochtones qui ont pu vivre de près ou de loin ces expériences. Ces catalyseurs produisent des impacts importants. D'abord, l'incompréhension. L'incompréhension face aux situations et aux fondements du racisme et de la discrimination. Ensuite, la méfiance ou le manque de confiance provenant d'un sentiment d'insécurité et alimenté par de petits comme de gros événements. Et ensuite, la crainte, voire la peur entre autres, d'être jugé, de vivre à nouveau des expériences négatives, de ne pas être considéré avec respect, égalité, équité. Que ce soit la création de la loi sur les Indiens dont on vient tout juste de discuter brièvement, les nombreux cas de femmes, d'enfants disparus ou assassinés, ou encore ce qu'on appelle la rafle des années 70, ce sont tous des événements qui, parmi beaucoup d'autres, ont eu et ont encore un impact sur le bien-être des Autochtones. Il est tout à fait compréhensible d'observer leur influence néfaste sur le niveau de confiance des Autochtones envers les gouvernements et le système public, pour ne pas dire envers la population en général. Et ces quelques exemples sont entre autres les raisons pourquoi nous entendons parler aujourd'hui de réconciliation avec les peuples autochtones. Une réconciliation dans le but de travailler, entre autres, sur les nombreuses années de maltraitance sociale, psychologique et physique. La discussion récente sur l'existence d'un racisme systémique dans nos institutions québécoises, surtout celles liées à la santé et au bien-être de la population, ont heureusement permis une certaine forme d'éveil collectif. Cependant, bien des éléments sont encore à considérer pour comprendre les réalités que vivent les Autochtones. En 2016-2017, le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec a effectué une vaste enquête afin de connaître les réalités, les besoins et les préoccupations des populations autochtones urbaines, hein, quant à l'accès aux services publics. Donc, avec les résultats obtenus, on a pu établir un portrait de la population autochtone urbaine au Québec. Je prendrai donc le temps de vous présenter les résultats concernant seulement les répondants masculins pour rester dans la thématique des hommes. Hein. Je tiens à préciser qu'il ne s'agira pas spécifiquement ici des réalités de la région de Montréal, mais je peux vous assurer que les résultats sont très similaires d'une région à l'autre. Avant de commencer, il est important de préciser d'abord que la recherche concernant l'autochtonie urbaine est complexe. D'abord parce que la présence des Autochtones dans les villes au Québec est un phénomène en pleine croissance, et ce depuis déjà plusieurs années. L'hypermobilité
est fréquent chez les Autochtones. C'est-à-dire que la fréquence à laquelle les personnes se déplacent d'une ville à une autre peut être rapide, ce qui rend difficile de quantifier précisément le phénomène. Et entre autres, les populations autochtones ont des caractéristiques sociodémographiques distinctes de la population en général. Donc, on parle ici de populations plus jeunes, familles plus nombreuses, plus grande mobilité, forte croissance démographique, particulièrement en milieu urbain, taux de victimisation et de judiciarisation beaucoup plus élevé et évidemment sous-utilise les services publics québécois. Et tout ça provoque et est influencé par un important déficit de connaissances scientifiques à l'égard de la question des Autochtones vivant ou étant de passage en milieu urbain. Malgré ces défis, notre enquête a quand même permis d'obtenir près de 1700 répondants originaires de 13 régions du Québec. Et de ces 1700 répondants-là, 34 de ceux-ci étaient des hommes. Donc, c'est ces résultats-là que je vais vous présenter. D'abord, c'est un gros tableau. J'ai pris le temps de souligner les éléments peut-être qui ressortent un peu plus. Une grande majorité des personnes interrogées étaient âgées entre 20 et 39 ans et étaient principalement de nation atikamekw et Innu. Une grande proportion était établie dans un milieu urbain depuis plus d'1 an et leur situation personnelle était pour beaucoup de travailleurs ou sans emploi. Parmi l'ensemble des hommes interrogés, 57 n'ont pas de diplôme et très peu ont terminé des études supérieures. Le revenu des ménages de 67 des répondants se situe sous les 20 000 $ annuellement, soit sous le seuil de ce qui est considéré être celui de la pauvreté. Ça, c'est vraiment des données directes selon les questions et le profil des personnes qui y ont répondu. Quelques faits en sont ressortis, d'abord concernant les antécédents juridiques. 45 des hommes autochtones ont répondu avoir des antécédents judiciaires, comparativement à 19 chez les femmes. 40 ont déclaré avoir déjà été victimes d'un acte criminel, une proportion 2 fois plus élevée que chez les hommes sans antécédents judiciaires. Puis on parle ici de 15 23 ont demandé de l'aide pour au moins un problème de dépendance, soit alcool, drogue et jeux, contrairement à 6 pour les personnes n'ayant pas d'antécédents. Étant en contact avec le système judiciaire, les hommes judiciarisés ont une plus grande tendance à demander de l'aide. Le 6 quant à lui, démontre à quel point il est encore difficile pour les hommes d'aller chercher de l'aide. Petite parenthèse, peu importe la culture, les hommes ont toujours, évidemment, comme vous le savez, eu de la difficulté à montrer qu'ils sont vulnérables, de là la thématique du colloque. Chez les Autochtones, les catalyseurs que je vous ai présentés ont tendance à accentuer le phénomène. Au sujet du rapport qu'entretiennent les hommes avec le réseau public, 60 ont dit avoir eu la perception d'être victimes de racisme et de discrimination en lien avec leur identité autochtone dans les services du réseau québécois, comparativement à quand même pas très loin derrière 55 des femmes. Et d'ordre général, les hommes autochtones ont moins tendance que les femmes à avoir recours au réseau public pour obtenir des services. Le taux de judiciarisation marginalise davantage les hommes et accentue le préjugé à leurs égards. Donc, leurs expériences en général avec les différents services publics influencent leur rapport avec les professionnels du réseau et alimentent leurs appréhensions et leurs craintes. C'est pourquoi, contrairement aux femmes, leur tentative pour obtenir de l'aide est moindre. Concernant le soutien alimentaire, par exemple, la recherche de logement, les problèmes de violence, la santé mentale, les besoins en santé ou en éducation pour les enfants. Pour comprendre un peu mieux certains enjeux,
je vous présente pourquoi les Autochtones transitent vers les centres urbains. Je vous présente ici de l'information concernant les Autochtones en général, donc pas seulement les hommes, hein. Et les raisons premières sont, entre autres, le logement et la santé. Donc, certaines communautés peinent à loger leurs membres par faute d'espace disponible ou par manque de ressources. Les Autochtones sont obligés de s'établir aux abords de leur communauté ou dans les milieux urbains à proximité. Cependant, la présence de racisme et de discrimination dans les villes provoque encore des inégalités importantes. Dès que ton nom de famille est Petit-Coué, Awashish, Kistabiche, les demandes sont ignorées ou rejetées. Donc, trop souvent, un Autochtone doit demander de l'aide pour améliorer ses chances d'obtenir un logement. Cette situation en particulier provoque beaucoup d'itinérance et marginalise davantage les personnes qui sont victimes de discrimination. Les institutions de santé sur communauté peuvent se faire rares. Les services plus spécialisés le sont encore plus. Les gens quittent donc pour avoir accès à ce que leur communauté n'est pas capable de leur offrir. Cependant, l'accès aux services publics québécois est un autre enjeu difficile. Les Autochtones qui viennent en ville pour la première fois peuvent ne pas avoir de carte d'assurance maladie, ont de la difficulté à naviguer dans le réseau, ne savent pas exactement comment et où demander de l'aide. Ce sont d'ailleurs en majorité des femmes qui viennent en ville pour avoir accès à des soins plus appropriés, entre autres pour les enfants ou la famille en général. Une autre raison de s'établir en ville, c'est l'éducation. On l'a vu, ou si vous l'avez remarqué là, dans les données que je vous ai présentées tout à l'heure, pour les plus jeunes, dans le cas où les communautés n'ont pas développé de système d'éducation, mais aussi pour les plus vieux qui aspirent à terminer leurs études secondaires ou poursuivre des études supérieures et obtenir un diplôme collégial universitaire, l'éducation vient vraiment être une des raisons là, des déplacements. Il y a aussi le travail. Donc, la recherche de travail varie selon les services développés sur communauté, mais aussi selon la proximité avec les centres urbains. Certaines communautés sont éloignées, ce qui oblige les résidents à déménager vers les villes pour améliorer leurs chances de trouver un travail. Une dernière raison est en fait de vouloir partir, tout simplement. Donc, partir entre autres pour s'éloigner des problématiques qui se sont développées en raison des catalyseurs qu'on a vus tout à l'heure, consommation de drogue, alcool, la violence, la maltraitance, les conditions de vie difficiles et j'en passe. Certains Autochtones vont quitter leur communauté pour trouver de l'aide, s'éloigner d'un entourage toxique, s'engager dans un parcours de mieux-être. Certaines personnes faisant partie des communautés bispirituelles, LGBTQ+, vont aussi quitter pour obtenir des services qui répondent à leurs besoins et parfois vont devoir s'éloigner d'un environnement homophobe ou transphobe, souvent influencé par l'éducation catholique d'autrefois. Pour la région de Montréal plus spécifiquement, une présence inuite est très importante et plus importante qu'ailleurs au Québec. Donc, plusieurs corridors et trajectoires de services depuis le nord du Québec convergent vers la grande région métropolitaine, entre autres parce qu'elle offre une concentration importante d'institutions francophones et anglophones. Malgré que ces services sont disponibles dans les communautés autochtones nordiques, les situations sont sensiblement les mêmes que pour les Premières Nations, mais je n'ai pas ici de données là, précises concernant les Inuits, du moins pas plus que ce que je viens de vous mentionner. Même si le gouvernement québécois refuse encore d'admettre l'existence d'un racisme systémique, on voit tout de même la création de nouveaux rôles, comme ceux d'agents de liaison autochtones, de navigateurs de services dans nos institutions de santé. Plusieurs financements sont aussi offerts pour favoriser le développement de projets soutenant l'amélioration à l'accès aux services publics. Ces initiatives soulèvent la question de la sécurisation culturelle dans l'ensemble du réseau public
et suggère de travailler là, sur le changement de nos pratiques. Par contre, le concept prend vraiment son sens au Québec depuis l'événement tragique de la mort de Joyce Echaquan en 2020. C'est seulement depuis cet événement qu'on parle dans nos institutions de sécurisation culturelle, de services culturellement sécurisants et de services culturellement pertinents. Malheureusement, quand on parle de sécurisation culturelle en ce moment, on a un peu la pensée magique. Puis on croit que d'installer un capteur de rêve dans une fenêtre d'hôpital, c'est suffisant pour se dire culturellement sécurisant. C'est évidemment plus complexe que ça et c'est un peu ce qu'on va aborder ici. Une petite genèse d'abord du concept. En fait, le concept de sécurisation culturelle n'a pas été inventé en 2020. La formalisation du concept de sécurité culturelle s'est faite à la fin des années 80 en Nouvelle-Zélande lors d'une conférence annuelle des infirmières Maoris, qui sont les Autochtones de Nouvelle-Zélande. Par la suite, une infirmière Maori d'expérience nommée, désolé la prononciation si je ne l'ai pas bien, Irapeti Ramsden, a formulé plusieurs recommandations portant sur l'importance de la sécurité culturelle dans les pratiques infirmières et tout autre soin de santé. Suite à ça, c'est en 1992 que le Nursing Council of New Zealand, qui est l'organisation qui régit la formation et la pratique infirmière en Nouvelle-Zélande, a intégré le concept dans les programmes de formation en soins infirmiers. Donc, depuis déjà une trentaine d'années, les soins de santé en Nouvelle-Zélande assurent la compréhension et la pratique de la sécurité culturelle définie aujourd'hui comme suit. Je prends le temps de vous la lire. La pratique infirmière ou sage-femme efficace auprès d'une personne ou d'une famille d'une autre culture est déterminée par cette personne ou cette famille. La culture comprend, mais ne se limite pas à l'âge ou à la génération, le genre, l'orientation sexuelle, le métier ou le statut socio-économique, l'origine ethnique ou l'expérience migratoire, les croyances religieuses et spirituelles, ainsi que les handicaps. Donc, l'infirmière qui dispense les soins a entrepris un processus de réflexion sur sa propre identité culturelle et reconnaît l'impact de sa culture sur sa pratique professionnelle. On remarque différents constats lorsqu'on prend le temps d'analyser la façon dont cette définition de la sécurité culturelle prend place dans la pratique des soins infirmiers. Le premier constat, on dit que c'est la personne ou la famille qui reçoit le soin qui détermine si la pratique est efficace. C'est le patient et non pas le système qui décide si l'approche est culturellement sécuritaire. Deuxième constat, on ne réduit pas le concept de culture à la nationalité ou à l'identité ethnique d'une personne. On prend en considération l'ensemble des éléments qui peuvent définir une personne et on reconnaît que l'identité culturelle est une construction en constante évolution et possible même à plusieurs niveaux. Le troisième constat, c'est que le professionnel a lui-même fait l'exercice de réfléchir sur son identité culturelle pour mieux comprendre comment sa culture peut influencer sa pratique et la manière dont le service est rendu. Une définition, c'est bien beau, mais en pratique, ça veut dire quoi? Donc, le gouvernement, les organisations et organismes en ce moment ont beaucoup de difficultés à comprendre comment appliquer la sécurisation culturelle de façon efficace et pertinente. D'ailleurs, trop peu de temps est accordé à ce sujet dans nos institutions. Il est question pour l'instant au Québec d'une formation d'environ 90 minutes dont on rapportait le mois dernier d'ailleurs que seulement 62% des professionnels de la santé ont suivi. En Nouvelle-Zélande, les programmes de formation en santé coordonnent 400 heures pour assurer une compréhension et une application adéquate du concept. Et ça, c'est dans le programme de formation direct. On ne parle pas d'amélioration continue ici. Donc, 400 heures de formation. Aborder la sécurisation culturelle porte en ce moment sur le développement d'une structure organisationnelle institutionnalisant la sécurisation culturelle.
Par contre, il devrait se faire une réflexion plus globale sur le développement d'une perception différente de nos pratiques et de repositionner le citoyen au cœur de la prestation de service. Donc, je vous présente quelques facteurs de réussite pour bien comprendre la portée du concept. Tout d'abord, c'est évidemment ensemble qu'on va pouvoir faire la différence. Donc, il doit y avoir un engagement individuel et collectif de la part de la population québécoise à faire preuve d'ouverture et de reconnaître les cultures et leurs réalités. Évidemment, on parle beaucoup ici de la culture autochtone, mais ça peut être considéré aussi, peu importe quelle culture. Ensuite, ça prend un engagement institutionnel, donc, ce qui est un incontournable, un essentiel même pour assurer des changements systémiques dans l'offre de services disponibles à la population. Le développement de partenariats avec des organisations autochtones, entre autres, pour assurer d'inclure les personnes concernées. C'est entre autres là que les centres d'amitié autochtones, dont je vais vous parler dans quelques instants, sont capables de jouer un rôle important avec les autres organisations désireuses de faire leur part. Un dernier point serait bien évidemment la réduction ou au mieux l'élimination des inégalités sociales. Il n'est pas question ici nécessairement d'égalité, mais plutôt d'appliquer une compréhension consciencieuse des spécificités de chacun. Donc, on parle plus d'équité. Promouvoir une approche comme celle-ci permet entre autres de viser un bien-être commun dans lequel l'égalité se trouve dans le résultat plutôt que dans le moyen utilisé. Les différentes illustrations là, qui sont présentes sur la diapositive illustrent quand même bien là, la différence entre les deux, si vous ne la connaissez pas déjà. Il est important de comprendre que la sécurisation culturelle, c'est une démarche. Donc, il faut franchir certaines étapes afin de soutenir une réflexion pertinente. La volonté d'appliquer le concept dans nos pratiques n'est pas suffisante. Pour une organisation, cette démarche consiste à évoluer dans un processus intrinsèquement lié aux personnes qui la forment. Pour un professionnel, il s'agit d'un processus d'introspection, de réflexion et de compréhension. On retrouve en fait 4 étapes. La première, la conscience culturelle. Donc, une prise de conscience sommaire qui implique une reconnaissance d'une réalité culturelle différente. Il s'agit probablement de l'étape la plus difficile, mais importante parce qu'elle ouvre la démarche sur une réflexion individuelle. C'est aussi un questionnement sur son identité culturelle propre et ses impacts sur l'environnement qui nous entoure. La seconde étape, la sensibilisation culturelle, propose l'action de s'intéresser à la culture que l'on reconnaît et à laquelle on accorde une considération. Cette étape implique un effort d'apprendre à connaître une culture et l'ensemble de ce qui peut déterminer et influencer l'identité culturelle qui en découle. Troisième étape, la valorisation des compétences culturelles. Cette étape est vraiment cruciale parce qu'elle va positionner ou elle positionne un travail de collaboration avec les membres dont l'identité culturelle va permettre de valider la pertinence de la démarche. Donc, c'est certain que des compétences culturelles, ça peut s'apprendre, mais le détenteur d'un savoir culturel sont souvent les mieux placés pour partager et transmettre leurs connaissances et confirmer leur véracité. La quatrième et dernière étape serait la sécurisation culturelle en elle-même, selon laquelle, en fait, la réalisation des étapes précédentes permet de transformer nos pratiques et adapter celles-ci à la population culturelle visée. C'est vraiment lors de cette étape qu'on peut concrètement mettre en place des mesures spécifiques qui permettront de contribuer au développement d'un sentiment de sécurité et de bien-être sociétal. Parlons justement des centres d'amitié autochtones. Ils se veulent vraiment être une réponse directe aux besoins
et enjeux des Autochtones qui résident ou sont de passage dans les villes. Ils font vraiment écho depuis déjà plusieurs années au fondement de la sécurisation culturelle. Donc, j'aimerais prendre le temps là, de vous présenter les organisations puis vous faire comprendre l'impact qu'ils peuvent avoir dans leur ville. D'abord, un centre d'amitié, c'est quoi? C'est une organisation communautaire dont les fondations prennent naissance d'une mobilisation citoyenne autochtone, avec pour objectif d'offrir du support aux Autochtones habitant en ville ou étant de passage dans un milieu urbain. J'inclus, vous m'avez sûrement entendu le dire, j'inclus toujours les deux, c'est-à-dire habitant en ville ou étant de passage, simplement parce que les Autochtones qui utilisent les services ou qui vont utiliser le réseau dans les centres urbains peuvent ne pas nécessairement habiter dans le centre urbain en question. Donc, à ce moment-ci, on considère un Autochtone urbain comme étant celui qui va habiter, mais celui aussi qui va être de passage pour utiliser les services à sa disposition. Ensuite, un centre d'amitié, c'est un carrefour de services urbains qui oriente les gens sur plusieurs aspects de la vie sociale. Ça peut être la justice, l'éducation, l'employabilité, la santé et le bien-être dans son ensemble. C'est aussi un milieu de vie et de rassemblement avec une politique porte ouverte qui invite tous les Autochtones, peu importe leur nation, à utiliser leurs services. C'est aussi un lieu d'ancrage culturel pour permettre aux Autochtones de vivre et de participer à la pérennisation de leur culture. Et ce sont des acteurs de changement. Donc, par leur engagement à défendre les droits des Autochtones, mais surtout en construisant des collaborations solides pour le développement social des villes dans lesquelles ils évoluent. On retrouve en fait 13 centres d'amitié autochtones, dont dans la province de Québec, dont 10 sont affiliés au regroupement. Il est très important de préciser que la direction de chacun des centres est indépendante les unes des autres et du regroupement. Donc, l'affiliation au regroupement est simplement une structure d'organisation d'une voie commune qui vise à soutenir les valeurs et efforts des centres. Et je vous présente la liste des centres d'amitié dans lesquels vous allez retrouver des centres d'amitié, des villes en fait dans lesquelles vous allez trouver des centres d'amitié, pardon, avec leur date de fondation. Donc déjà, vous pouvez voir que le centre de Chibougamau évolue déjà depuis bon nombre d'années. Et on a jusqu'à tout récemment Trois-Rivières en 2018. En ce qui concerne la Ville de Montréal, le centre affilié au regroupement est Montréal autochtone, qui existe depuis 2012, à ne pas confondre avec le Centre d'amitié autochtone de Montréal. Je sais, même nom, mais différent. Il y a une vocation similaire, mais n'est pas affilié, lui, au regroupement. J'ai pensé vous présenter un court vidéo qui a été produit là, pour le 50e anniversaire du mouvement des centres d'amitié en 2019 et qui discute des impacts que peuvent avoir les centres sur les populations autochtones. On parle de maximum 4 minutes, hein, donc je vous fais écouter ça. On parle souvent de la définition de c'est quoi un centre d'amitié autochtone. Pour moi, c'est un organisme qui change le monde une vie à la fois. C'est parce que quand on est en communauté, on a beaucoup de services. Puis là, on se rend compte que quand on part, ben, on est comme, plate à dire, on est quasiment plus rien. On a beaucoup de services avec le centre d'amitié, là. Autant avec les enfants que les aînés aussi. C'est un centre qui est là pour aider les gens. Peu importe les services qui s'offrent dans un centre d'amitié, parce que tous les centres sont différents, peu importe where we need help, the areas where we need help,
le centre va être là pour vous aider. Ça, je trouve que c'est une force assez incroyable. L'adaptabilité puis la compréhension des besoins, jongler avec toutes ces choses-là, on manque jamais une opportunité. Peu importe ce dont tu as besoin, il y a toujours quelqu'un qui va t'aider à travers quelque chose. Si tu as besoin d'aller prendre un café pour jaser, ben tu y vas. Si tu as besoin d'aller à l'hôpital, de voir une infirmière, ici on est chanceux, on a la clinique, mais sinon il y a quelqu'un qui va t'expliquer comment te rendre, t'expliquer qu'est-ce qu'il faut que tu dises. Des fois c'est compliqué, il faut que tu remplisses des papiers, tu n'as pas ta carte d'assurance maladie. Donc il y a toujours cet accompagnement-là. Et même si c'est des services qu'on n'offre pas, bien, la plupart du temps, il y a toujours quelqu'un qui a le cœur sur la main qui va te dire « Ah, je vais t'aider, viens, on va le faire ensemble. » C'est vraiment pour donner des services, sortir de ton isolement, partager tes rêves, peut-être même les réaliser aussi. Il sert beaucoup de tremplin en employabilité. Il sert beaucoup aussi de repères pour des gens qui sentent loin de leur communauté, qui sont seuls. Ils se retrouvent là. Un centre d'amitié, c'est quoi? C'est genre, tu peux aller là pour prendre un café, discuter avec tout le monde. C'est vraiment, on peut t'aider à faire un CV si tu cherches un job, imprimer un fax, tout ça. Tu peux faire comme des appels anonymes si tu as un problème, tout ça. Là, vraiment, tu peux venir ici, tu peux en parler de tes problèmes à quelqu'un. Si tu n'as pas de personne à te confier. Là. C'est ça, c'est un milieu de vie. Moi, je pense que si j'aurais eu un centre d'amitié quand j'étais jeune, il y aurait beaucoup de choses que j'aurais pu éviter. Ici, on fait beaucoup de prévention, de sensibilisation auprès des jeunes. En faisant ça, on comprend pourquoi, mettons, OK, ils retournent à l'école, mais là, ils lâchent l'école, ils s'en retournent. On va comprendre, puis on va pouvoir se mobiliser pour prévenir ça. Je pense que ça va être ça, les défis, c'est de plus prévenir que de guérir. La plus grande force du mouvement des centres d'amitié, c'est d'être réellement connecté aux besoins terrains. C'est construit en fonction des besoins qu'on vivait à tous les jours. On ne l'a pas construit de la tête, hein. On l'a construit par le vécu des gens, par la réalité des gens. Puis sans le centre d'amitié, je pense que... Je sais pas où ce que je serais. Je pense que je ne vais pas y penser. Je serais pas là, c'est sûr. Avec toute la contribution qu'ils ont eue dans mon cheminement, dans ma vie. Pour terminer, j'espère que vous avez apprécié. Vous pourrez peut-être me le partager par la suite. Pour terminer ma présentation, je vais prendre le temps de vous présenter quelques exemples de projets ou d'initiatives mis de l'avant par les centres pour répondre aux différents enjeux autochtones, mais spécifiquement ceux des hommes. Plusieurs activités sont planifiées régulièrement par les centres pour rejoindre et mobiliser la population autochtone. On a, entre autres, l'intervention par le sport et le plein air qui permet de sortir du cadre formel d'un bureau, offre une structure et un rythme vraiment différents. Les cercles de partage dans lesquels les participants sont invités à participer à une discussion avec d'autres personnes vivant des difficultés similaires, dans lesquels on inclut des personnes ou des aînés avec des savoirs culturels. Les sorties en territoire sont aussi très populaires, donc une opportunité de ressourcement dans la nature, dans la forêt. Les tentes de sudation, qui est en fait une cérémonie sacrée où les participants sont invités à purger leur corps de tout le mauvais qui peut les habiter. Sinon, je voulais aussi vous parler de 2 projets qui ont été mis sur pied par le Centre d'amitié autochtone de l'Atuc, et qui sont de bons exemples de ce qui peut s'organiser pour les hommes autochtones. Le premier s'appelle Neroski, qui est en fait un programme de prévention et d'intervention en matière de violence conjugale et familiale sur territoire. Donc, le nom provient de l'association de 2 mots atikamekw, Nero-Wisin, qui signifie humain autochtone, et Aski, qui signifie terre. Le mot, en fait, Neroski réfère donc à la terre des Autochtones. Comme vous le voyez déjà, là, le projet comporte 3 volets. Donc, activités collectives et culturelles en milieu naturel, services d'accompagnement individuel, conjugal et familial, services d'hébergement en milieu naturel pour les hommes. Le second projet porte le nom de Manikewin,
donc qui vise à sensibiliser les hommes et les jeunes garçons de 12 ans et plus à la violence conjugale. Le nom Manikiwin signifie, c'est assez long, signifie préparer son terrain pour bien vivre et pour faire face aux éventualités. Le programme vise, entre autres, là, des activités de sensibilisation auprès des hommes et des garçons, des activités de transmission des savoirs et des valeurs autochtones axées sur le respect des individus et plus particulièrement le respect envers les femmes, mise sur à mettre sur pied des camps en nature permet de mobiliser les aînés, d'autres modèles masculins autochtones pour permettre le partage des savoirs. Neroski et Manikiwin viennent notamment répondre aux besoins criants de manque de ressources pour les hommes autochtones judiciarisés en lien avec la violence conjugale et les problématiques qui y sont reliées. Tous ces exemples ont évidemment des objectifs communs. Je les présente tout de suite. Entre autres, favoriser le processus de guérison collective, accompagner les familles autochtones vers les réappropriations de leurs rôles sociaux, mobiliser les savoirs et l'expérience des aînés et de modèles autochtones diversifiés, créer des espaces où les Autochtones se sentent en confiance et à l'aise de s'exprimer, offrir aux hommes un service d'hébergement et de répit et de ressourcement en milieu naturel et évidemment développer une expertise en matière de prévention. Il est évidemment plus facile pour les organisations autochtones de rejoindre la clientèle autochtone, souvent dirigée par des personnes autochtones. Les organismes connaissent et comprennent les réalités de leur clientèle. Par contre, le concept de sécurisation culturelle nous ramène à l'essentiel, travailler sur un vivre ensemble où chaque citoyen, peu importe sa culture ou l'ensemble des spécificités qui le définit, va être traité avec respect et inclusion. Merci.